Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous allons essayer maintenant d'observer cette campagne de la présidentielle, le deuxième tour, notamment du point de vue des idées, en reprenant, en essayant de reconstruire les clivages idéologiques. Alors, certains disent entre nationaux et mondialistes, d'autres disent entre progressistes et réactionnaires. Bref, je vous laisserai qualifier ces clivages vous-même, mais je vous présente immédiatement nos invités. Benjamin Haddad, bonjour. Vous êtes chercheur en relations internationales. On vous doit notamment Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes aux éditions Grasset. Et puis François Bousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et rédacteur en chef de la revue Éléments. François Bousquet, peut-être votre regard sur ce second tour de la présidentielle, les résultats du premier, et puis la manière dont vous observez avec votre prisme ce qui est en train de se dérouler sur le plan politique en France. Alors, ce second tour est annoncé depuis 5 ans. Ce second tour est annoncé depuis 5 ans, depuis 2017, tout sauf Macron, tout sauf Le Pen. Or, on a Macron-Le Pen. Hein. Les sondages l'avaient annoncé. Ils se sont assez peu trompés du reste sur ces deux candidats, puisqu'ils sont au score qui était prévu et annoncé par les sondeurs. Mélenchon un tout petit peu sous-estimé. Et puis, on n'avait pas vu le décrochage, l'effondrement des LR et du PS à travers Hidalgo. Zemmour en dessous de 10. Donc, tout ça avait été plus ou moins prévu. On retombe sur la fracture territoriale, hein, qui est la principale leçon de 2017. Hein. Les travaux de Christophe Guilluy sont très précieux, sont très pertinents, restent plus que jamais pertinents. Alors certes, il y a un bloc mélenchonien à plus de 20%, mais il était déjà là. Il y a deux France, de fait. Il y a une France métropolitaine, une France des villes-mondes, des régions toutes puissantes, des grandes régions, des hyper-régions. Et puis en retrait, il y a cette France de la périphérie, des campagnes, du périurbain, du pavillonnaire. Le pavillonnaire en France, c'est 20 millions de maisons. C'est colossal. C'est un électorat qui vote majoritairement RN et Marine Le Pen depuis 10-15 ans. Donc rien de nouveau fondamentalement, sinon que Marine Le Pen, il y a une très grande résilience de l'électorat de Marine Le Pen vis-à-vis de Marine Le Pen. Il y a aussi une très grande résilience de Marine Le Pen. Et puis un discours de Marine Le Pen qui a considérablement évolué. François Bousquet, la revue Éléments est proche de l'extrême droite, c'est peut-être la revue intellectuelle de l'extrême droite. Vous permettez que je conteste la qualification d'extrême droite est une disqualification. Alors comment le diriez-vous ? Qualifier, c'est disqualifier. D'abord, nous ne sommes pas un journal partisan, nous ne faisons pas de la politique, nous ne sommes pas encartés, nous n'appelons pas à voter ni pour Marine Le Pen, ni pour Éric Zemmour, ni que sais-je, même si certainement la majorité de nos lecteurs votent soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour, de fait. Hein. Pour autant, nous ne relevons pas d'extrême droite. L'extrême droite, c'est un terme de prophylaxie sociale. Ça permet d'écarter des gens et de les renvoyer dans le pavillon des pavillons des cancéreux. Qualifiez votre journal de la manière... C'est ni droite... L'élément... à ce point de vue, ressemble assez à la ligne de Marine Le Pen, ni droite, ni gauche. Hein. Alors justement, parce que c'était les populistes, pour répondre à votre question initiale, mondialistes nationaux, je ne recourrais pas à cette expression qui me semble aussi outrancière qu'extrême droite, hein, parce que j'ai quand même parlé d'extrême gauche et d'extrême centre. Hein. En revanche, le découpage populiste, qui est un découpage vertical et non plus horizontal, hein. La latéralisation, c'est la droite et la gauche. Hein. Donc un découpage horizontal, c'est le découpage traditionnel, droite-gauche. Or, ce découpage est en train de s'effriter aujourd'hui. Et il est remplacé par un nouveau clivage, le clivage populiste, hein. La France d'en haut, la France d'en bas, l'Angleterre d'en haut, l'Angleterre etc. Et on le retrouve dans la carte électorale. 20 000 communes votent Marine Le Pen. Hein. Or, si vous identifiez ces communes, c'est une géographie de la périphérie. Mais alors, François Bousquet, même si effectivement Éléments ne donne pas des consignes de vote, n'a pas soutenu un candidat, est-ce que vous pourriez dire que vous êtes donc du côté de la France d'en bas, bref que... Oui, plutôt, oui, bien sûr, oui, même pas plutôt, je vais résolument de la France populiste, des choix populistes, de la démocratie directe, de la démocratie référendaire, hein, du pouvoir d'achat, parce que c'était une thématique que Éric Zemmour a complètement négligée. C'est nouveau quand même dans l'histoire. Alors, je vais vous dire de l'extrême droite, vous allez me dire que vous ne vous reconnaissez pas dans ce terme, mais il y a une tradition intellectuelle, en tout cas, alors qui va de Julien Freund à Alain de Benoît, qui est représenté dans Éléments, qui parle généralement très peu de pouvoir d'achat. Ce n'est pas une thématique. Depuis une vingtaine d'années, si Éléments s'appuie énormément sur les travaux de Michéa, sur les travaux de Guilluy, sur les travaux de Gaucher, sur ce genre de travaux. Je pense qu'il y a au moins 2 personnes parmi ces 3 qui ne se reconnaîtraient pas dans la filiation que j'ai tracée. Non, je le conçois, puisque précisément, il y a cette diabolisation qui fait que quand vous êtes dans le pavillon des cancéreux, vous y êtes assigné à vie. C'est une tunique de Nissus. Vous ne pouvez pas en sortir, quoi que vous disiez. Et vous ne pouvez
pas vous répudier, vous pouvez pas dire ce que j'ai fait par le passé, je le rejette. Hein. Donc il est pour des questions d'honneur. Hein. Donc on se tient à cette ligne-là. Oui, mais c'est la ligne d'éléments depuis une vingtaine d'années. Oui, bien sûr, nous ne reconnaissons pas dans les élites. Hein. Nous faisons à l'inverse les populistes, à l'inverse des élites, nous faisons un procès en incompétence des élites. Hein. Et le mandat Macron l'a souligné, en tout cas la gestion de la crise du Covid, hein, ante et post, hein, puisqu'ante, elle a été la détection du risque a été pour ainsi dire nulle. Hein. Donc c'est sur le clivage populiste, mondialiste, ou anywhere, somewhere, si vous préférez, même s'il y a beaucoup à redire sur les somewhere, parce que cette France périphérique, moi je vous en parlerai volontiers. Peut-être traduire ceux qui sont de quelque part et ceux qui sont de partout. Voilà, en vérité, ceux qui sont de quelque part sont aussi de nulle part, parce que cette France périphérique, cette France pavillonnaire, elle est fascinante, elle est fantomatique, c'est une France de ronds-points, c'est une France d'échanges routiers. Ouais. Benjamin Haddad, même question. Votre regard, est-ce que d'abord ce clivage entre populistes, il y a des mouvements de micro, est-ce que ce clivage qui oppose les populistes aux progressistes, les mondialistes aux nationaux, est-ce que vous vous y reconnaissez? Alors vous seriez plutôt du côté de ceux qui sont qualifiés comme mondialistes, mais je ne sais pas du tout si vous vous reconnaissez comme tel. Moi déjà j'aime pas cette expression parce que je pense effectivement que c'est un peu caricatural. J'aime bien l'expression de Hannah Arendt qui parlait de cosmopolite enraciné, c'est-à-dire qu'on vient de quelque part. J'aime pas non plus la distinction de David Goodhart entre les somewhere et les anywhere. On peut venir de quelque part, être enraciné dans une identité, une culture, une géographie, et pour autant se projeter vers le monde et se projeter vers l'universel. Mais ce qui est vrai, c'est que le clivage que l'on revoit aujourd'hui, c'est effectivement le même clivage que ce qu'on avait vu en 2017, et c'est le clivage sur lequel Emmanuel Macron a construit son mouvement et son identité politique. Il a eu cette intuition que le clivage droite-gauche traditionnel était dépassé, qu'il fallait construire une nouvelle offre politique parce que effectivement le Front National devenait la principale force politique du pays quand on regardait le paysage politique français en 2015, 2016, 2017, et qu'il fallait construire une offre qui était résolument progressiste, réformatrice, pro-européenne et qui donc reprenait des idées mais aussi des personnalités des mouvements de gauche et de droite traditionnels. Ce qui est intéressant quand on regarde les résultats du premier tour de cette élection, c'est qu'on voit les partis qui ont divisé la France pendant un demi-siècle, le Parti socialiste et les Républicains, anciennement UMP, RPR, etc., qui se sont effondrés. Et donc ça montre bien que l'élection de 2017 n'était pas un accident, n'était pas liée au scandale de François Fillon, mais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond et structurel qui était en train de se passer dans le pays. Benjamin Haddad, vous connaissez bien les États-Unis. Cette comparaison entre populistes et progressistes, quels que soient les termes que l'on reprend, est-ce que par exemple Marine Le Pen, Emmanuel Macron, cela reprend l'opposition entre Donald Trump et Hillary Clinton, Donald Trump et Joe Biden? Je vous laisse choisir. Alors pas exactement, puisque le clivage, il y a une inertie électorale plus importante aux États-Unis qui fait que Donald Trump, qui effectivement, je crois, avait une offre qui était comparable à celle que voulaient proposer Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est-à-dire une offre nationaliste, une offre populiste, anti-globalisation, anti-organisation internationale, a été obligé de prendre le leadership du parti républicain plutôt que de créer son propre parti. Je pense que s'il avait été en France ou en Europe, il aurait pu créer un troisième parti. Là, et donc on a le clivage droite-gauche traditionnel, même s'il n'est pas tout à fait le même évidemment qu'en France entre les démocrates et les républicains, auquel s'est superposée l'offre populiste de Donald Trump. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Éric Zemmour comme Marine Le Pen revendiquent évidemment la filiation avec Donald Trump, ont souvent dit beaucoup de bien, donc ça vaut le coup de s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé aux États-Unis et aux résultats de la politique de Donald Trump, qui, il faut le rappeler, je veux dire, a refusé de reconnaître sa défaite pendant 1 an et demi, a soutenu un mouvement qui s'est apparenté à une forme de coup d'État qui a fait 6 morts au Capitole le 6 janvier, qui a été une présidence aussi de désinformation, si on veut parler du Covid, toujours 2 ans plus tard, on a la moitié du pays qui ne veut pas se faire vacciner parce qu'il y a eu ce mouvement de désinformation qui a été largement poussé par l'aile républicaine populiste liée à Donald Trump. Donc on peut voir effectivement les résultats concrets de ce type de politique. François Bousquet, justement, si l'on reprend l'évolution de la pensée de Marine Le Pen, ou en tout cas de son discours, on voit qu'il y a quand même une introduction de l'économie, un discours très largement économique, très différent d'ailleurs à cet égard d'Éric Zemmour, puisque Éric Zemmour considérait que l'économie relevait
presque de la contingence, qu'il y avait une question qui était posée, j'imagine que pour lui elle se pose toujours, qui est celle, disait-il, de la survie de la France telle qu'elle est. Le fait d'introduire l'économie et des éléments matériels dans le discours, est-ce selon vous quelque chose qui participe d'une tradition? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de la stratégie électorale? Et on a le droit en période électorale de faire de la stratégie électorale. Pour ce qui concerne le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, c'est une nouveauté. En tout cas, c'est Marine Le Pen qui l'a introduit, même si le Le Pen de 2002, rappelez-vous, dans l'entre-deux tours, je suis socialement de gauche, économiquement de droite, que sais-je, je ne sais plus, nationalement vôtre ou français, avait déjà fait ce petit pas de côté vers l'économie. Donc au sein du RN, c'est une nouveauté qui est là depuis 10 ans et qui structure le parti depuis que Marine Le Pen en a pris la tête, avec Philippot et sans Philippot. Donc c'est une préoccupation centrale. Dans l'histoire des droites au long cours, et des droites radicales en particulier, oui, il y a une tradition. Il y a une tradition dans l'Église catholique, avec la doctrine sociale. Qui était plutôt à gauche. Alors non, elle devient à gauche au XXe siècle, mais elle est à droite. Enfin, la droite, elle est parmi le camp conservateur à la fin du XIXe, au XXe, avec Marsannier, etc. Le sillon, elle bascule à gauche. Mais la matrice originelle... Alors, je trouve que ceux qui se réclament de Marsannier, généralement, sont plutôt aujourd'hui à gauche. Voilà, mais donc il y a une antériorité, mais peu importe. Mais oui, il y a une tradition pour... peut-être que ça répondra en partie à cette question. Vous évoquiez la question d'Arendt, des oxymores, au fond, d'un cosmopolitisme enraciné. Pourquoi pas? Je le conçois. Il y a toujours une droite révolutionnaire. Vous le voyez dans le phénomène boulangiste à la fin du XIXe siècle. Comme il y a toujours eu une gauche réactionnaire. Qui avait tendance, en général, à se rejoindre. Un des traits majeurs des droites radicales, c'est de recycler les thématiques, en particulier les thématiques égalitaires, sans culottistes, que la gauche n'a pas supporté. Donc ça, dans l'histoire au long cours, je dis bien au long cours, c'est une tradition. Mais de fait, à droite, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté déroutante pour l'électorat d'Éric Zemmour, en particulier, car elle aura plutôt conservateur, plutôt bourgeois, plutôt catholique, sur une campagne qui est monothématique. Est-ce que c'est le grand rencontre? Pardonnez-moi, je vous ai coupé, François Bousquet. Est-ce que c'était un contresens sociologique que celui d'Éric Zemmour de considérer qu'il y avait un large espace électoral pour ce type de discours de droite dure? Moi, je pense qu'Éric Zemmour s'est rétracté sur son public. Son public, c'est les pics d'audience de CNews, où il faisait 1,5 million, 2 millions. Là, il a un peu moins de 2,5 millions, mais on n'est pas loin de ces pics d'audience. Ces meetings étaient fascinants, parce que c'était des meetings de groupies. Il a des groupies et pas beaucoup d'électeurs. Marine Le Pen a beaucoup d'électeurs et peu de groupies. Quand vous alliez au meeting d'Éric Zemmour, c'était fascinant. Le public connaissait par cœur les répliques. Donc c'était vraiment dans l'endogamie. Donc ça nourrit chez les Zemmouriens l'idée d'un survote. Ils se disaient, mais c'est pas possible, on génère un tel engouement, un tel enthousiasme. C'est pas possible qu'on soit aussi bas dans les sondages. Or, en réalité, c'était l'entre-soi. Pourquoi? Parce que c'était enfermé dans le monothématique. Si vous voulez être élu, après j'en ai fini, si vous voulez être élu, c'est la thèse de Guy Lui, mais aussi de Patrick Buisson. Vous ne pouvez pas faire l'économie du vote des catégories populaires et des classes intermédiaires de la France périphérique. La cible de Marine. Benjamin Haddad, sur Éric Zemmour, là aussi, par rapport à ce que vous connaissez en matière de repères de politique américaine ou française, qu'est-ce qu'il représentait, qu'est-ce qu'il représente selon vous? Je crois qu'Éric Zemmour, il représentait exactement ce qu'il disait représenter. Il suffit de lire son œuvre. C'est un nationaliste anti-républicain qui se réfère à une droite du début du XXe siècle. On voit les références à Maurras, à Bainville, qui essaiment toute son œuvre. Là-dessus, je crois qu'il ne s'en est jamais caché. Il est obsédé par cette idée de l'union des droites. Moi, ce qui m'a frappé dans sa campagne, c'est qu'en réalité, effectivement, il a fait une campagne en fait très élitiste. C'est-à-dire qu'il a fait une campagne qui a tout de suite dérivé sur des logiques extrêmement du microcosmopolitique où il fallait shipper des personnalités à Marine Le Pen. Il y avait une ironie de dire qu'il était le candidat qui comprenait mieux les préoccupations des Français et en réalité d'être obsédé par l'union des droites, par les mêmes marottes que les gens autour de lui comme Patrick Buisson. Et donc en fait vraiment des sujets plus de journalistes politiques à certains égards, en fait du microcosme politique, pensant que ça allait avoir le moins d'impact sur sa campagne. Il a fait venir par exemple Marion Maréchal Le Pen, ça n'a rien fait bouger à sa campagne. Mais en revanche, moi ce qui m'inquiète aujourd'hui avec la campagne d'Éric Zemmour, c'est qu'elle a aussi servi de paratonnerre à celle de Marine Le Pen. Elle a, au vu en tout cas de beaucoup, déradicalisé Marine Le Pen, qui n'a rien changé à son vision, à sa vision, à son programme. Si on regarde par exemple la question de la sortie de l'Union européenne, on voit que Marine Le Pen propose de remettre en question la suprématie du droit européen sur le droit français, propose de remettre en question les subventions sociales, les logements sociaux pour les étrangers, y compris
les étrangers communautaires, ce qui va là aussi complètement contre le droit européen, la réduction unilatérale de la contribution française au budget européen, qui d'ailleurs a déjà été votée, donc il faudra nous expliquer comment elle va le faire, ce qui mène soit à une paralysie totale, soit de fait à un Frexit à terme, mais on n'a pas confronté Marine Le Pen à ces sujets parce qu'on s'est tellement concentré sur Éric Zemmour parce qu'il y avait un effet nouveauté, que maintenant il va falloir passer aussi les 2 prochaines semaines à poser la question des idées et du programme radical de Marine Le Pen. François Bousquet. Oui, alors c'est pour rebondir sur, après on parlera du programme de Marine Le Pen, pour rebondir sur les sociologies et Éric Zemmour, Marine Le Pen. En d'autres termes, si Marion Maréchal Le Pen rejoint Éric Zemmour, si Philippe de Villiers rejoint Éric Zemmour, si Jean-Frédéric Poisson rejoint Éric Zemmour, c'est la manif pour tous qui est reconstituée. Or, ça n'est pas du tout la sociologie du RN, pas du tout, en aucun cas. Si vous voulez, c'est la France du Puy du Fou contre la France de Disneyland. Le bouquin pour moi, le livre de l'année 2021, c'est le livre de Jean-Laurent Casselli et de Jérôme Fourquier, La France sous nos yeux. En fait, c'est la France d'après. Éric Zemmour ne perçoit pas, il s'adresse à un peuple historique, mais qui est un peuple historique qui est rejeté dans le passé, de fait. Or, Marine Le Pen a très bien vu l'évolution. Et je ne crois pas qu'elle surjoue. Je crois qu'il faut s'intéresser à sa personnalité pour comprendre qu'elle a un problème depuis toujours. Sa personnalité, c'est-à-dire? Sa personnalité, c'est qu'elle a un problème depuis toujours avec cette sociologie catholique, conservatrice, plutôt bourgeoise. On le voit dans ses choix de campagne en 2017 et en 2022. Si elle fait un gouvernement d'union nationale, il se fera à l'exclusion d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. Donc elle reprend la ligne. Elle reprend l'exclusion parce que Marion Maréchal l'a quitté. Oui, il n'empêche, mais vous faites de la politique. Quand vous faites de la politique, vous cherchez à nouer des alliances. En tout cas, si vous aspirez à gagner le 2e tour. Pour gagner le 2e tour, Marine Le Pen ne pourra pas le faire sans alliance. Or, elle renonce aux alliances. Alors, de 2 choses l'une. Soit elle est suicidaire, ce que je ne crois pas, soit ça ne correspond pas du tout à sa vision des choses, à sa vision du monde. Benjamin Haddad, à contrario, le procès qui est fait à Emmanuel Macron est un procès de déconnexion qui peut ressembler par exemple à celui qui fut mené contre Hillary Clinton. Oui, même si je pense qu'en fait, c'est totalement différent, justement, puisque Emmanuel Macron avait compris la menace que représentait cette offre populiste et a constitué tout son message politique contre ça. Je crois que ce qui a plus inspiré Emmanuel Macron que la campagne d'Hillary Clinton contre Trump, c'était le Brexit. Le Brexit en 2016, moi ce qui m'avait fasciné dans le Brexit, c'est que vous aviez d'un côté des gens qui avaient un discours presque civilisationnel en faveur de la sortie de l'Union européenne, en faveur de l'indépendance, on parlait de valeurs, et de l'autre côté vous aviez des gens qui étaient prudents, défensifs, sur un calcul avantage-coût, disant bon, il vaut peut-être mieux rester dans l'Union européenne qu'en sortir. Là où Emmanuel Macron a renversé la table sur cette logique, c'est qu'au contraire il a fait, au moment où on lui disait que c'était impossible et qu'il n'y avait absolument pas de majorité pro-européenne en France, il a fait une campagne offensive sur l'Union européenne. On se rappelle des drapeaux européens, un discours européen qu'il a mis tout au cœur de sa campagne et sa présidence, avec l'agenda de souveraineté européenne qui continue jusqu'aujourd'hui. Donc je crois que c'est là, ce n'est pas une offre technocratique, au contraire c'était une offre qui était ancrée dans une vision, dans un souffle, dans des valeurs, et notamment liées au rôle de la France en Europe et à l'Europe dans le monde. Et je crois que c'est ce qu'on voit toujours aujourd'hui. C'est ce qui a permis, à mon avis, d'avoir un résultat sensiblement différent à ce qu'on avait pu voir, par exemple, dans le référendum du Brexit. On vous retrouve tous les deux, Benjamin Haddad, auteur de Paradis perdu aux éditions Grasset, François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par l'historienne Ludivine Bantini, qui a notamment publié L'ensauvagement du capital. C'est aux éditions du Seuil. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. Le tour des idées de cette présidentielle. Nous sommes en compagnie du journaliste et essayiste François Bousquet. Vous dirigez la revue Éléments, du chercheur en relations internationales Benjamin Haddad, dont vous doit notamment Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes aux éditions Grasset. Vous pourriez représenter respectivement le camp populiste et celui des progressistes ou des mondialistes ou des nationaux. Enfin bref, chacun choisira ses qualificatifs. Et nous accueillons l'historienne Ludivine Bantini. Bonjour. Bonjour. Ludivine Bantini, vous êtes enseignante chercheuse, auteure de plusieurs ouvrages sur l'histoire des engagements politiques et des mouvements sociaux. Le dernier en date s'intitule L'ensauvagement du capital aux éditions du Seuil. On l'a compris, vous représentez ici la gauche, cette gauche qui est aujourd'hui courtisée par les deux camp parce que ceux-ci considèrent qu'elle a la clé du second tour. Ludivine Bantini, tout d'abord, votre regard sur ce qui s'est déroulé au premier tour.
Je pense que c'est une clarification, c'est-à-dire que la France est divisée en trois. D'un côté, une vraie gauche qui représente l'égalité, la justice sociale, l'émancipation. De l'autre, une droite et une droite dure, en la personne d'Emmanuel Macron, je vais y revenir en quelques mots. Et enfin, bien sûr, une extrême droite qui, en défendant la préférence nationale, traduit ici sa tradition de xénophobie. Alors, pour répondre plus précisément à cette question, je reprendrai les mots qui ont été utilisés tout à l'heure dans la première partie de cette matinale par Benjamin Haddad, qui disait à propos d'Emmanuel Macron que c'est ni droite ni gauche, c'est la gauche et la droite, et que c'est finalement tout ça, c'est un clivage dépassé et que Emmanuel Macron représente le progressisme. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre comment on peut encore soutenir de tels éléments de langage en 2022. C'est-à-dire de gauche, Emmanuel Macron aurait une part de gauche, c'est-à-dire quand on fait la liste, la suppression de l'ISF, la baisse des APL, les attaques contre les retraites, les attaques contre l'assurance chômage, le RSA dont il s'agirait d'exiger de le conditionner par 15 ou 20 heures de travail hebdomadaire. 17 000 lits d'hôpitaux fermés depuis 2017 avec des soignants qui portaient des blouses de sacs plastiques et qui lançaient des SOS avant même la crise sanitaire. L'éducation nationale particulièrement malmenée, les élèves qui subissent Parcoursup, qui est une véritable indignité, la précarité dans la recherche. Pour les migrants, c'est vraiment une politique inhumaine telle qu'elle se déroule à Calais. Tout à l'heure, je vais aller voir et écouter un débat animé par Sébastien Nadeau, qui avait été élu député LREM et qui aujourd'hui nous décrit en fait l'état dans lequel se trouvent les migrants. Enfin, vraiment cette situation inhumaine avec des tentes lacérées, c'est-à-dire que même des partisans d'Emmanuel Macron en 2017 récusent cette politique. Même un François Sureau qui avait contribué à écrire le programme de La République En Marche parle aujourd'hui de démocrature, se plaint des libertés publiques qui sont piétinées. Évidemment, McKinsey, ce qui représente vraiment d'un point de vue tentaculaire la mise en cause des services publics, la loi séparatisme visant les musulmans, le grand manque de transparence dans la façon dont la politique sanitaire a été gérée, des gilets jaunes qui ont été mutilés, éborgnés, qui ont... Donc parfois... un bilan que l'on pourrait juger globalement négatif selon vous. Vous m'interrompez parce qu'on n'a pas toute la matinée, mais justement on pourrait y passer la matinée, ce qui me rend sceptique. Benjamin Haddad juste une deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit de son côté François Bousquet, c'est-à-dire il y a une diabolisation de Marine Le Pen. Je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une dédiabolisation largement médiatique, une sorte de respectabilité qui lui est accordée par une grande part de médias et de responsables politiques, ce qui permet évidemment de diaboliser la gauche, de faire croire que l'Union populaire serait d'extrême gauche et dès lors de se retrouver en effet avec ce second tour qui est terrible puisque c'est une droite contre une extrême droite. Benjamin Haddad. Où commencer? Moi, je pense que c'est une vision totalement caricaturale du bilan d'Emmanuel Macron. Prenons par exemple un exemple récent, le sauvetage de l'économie française pendant Covid. Si on compare aux exemples étrangers, Emmanuel Macron, via l'État, a garanti la survie de l'économie française au moment d'une crise économique absolument sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça ne me paraît pas être une mesure de droite ou ultralibérale, par exemple. Oui, je crois. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, effectivement, ça a été un quinquennat réformateur, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir de justice sociale. Je pense qu'il faut arrêter justement d'opposer de façon caricaturale, par exemple, l'idée de la justice sociale et celle de la création de richesse et de la croissance. On a aujourd'hui le taux de chômage le plus faible depuis 15 ans, 7,5%. On a aussi le taux d'emploi le plus élevé depuis des décennies, parce qu'il faut le préciser. Ça veut dire que non seulement on a une chute des demandeurs d'emploi, mais en plus, ils ne décrochent pas du marché du travail. Quel type d'emploi ? Vous savez que la précarité s'est accrue, que les inégalités ne cessent de s'accroître, que les économistes... Non, mais attendez, moi je me rappelle pendant... Attendez, je vous ai pas coupé. Vous pouvez me traiter de caricature, mais je ne vous ai pas coupé. Là, moi, ça m'intéresse pas de faire un débat politicien où on balance des éléments de langage et on se coupe. Simplement, ce que je dis, moi je me rappelle pendant des décennies en France, quand j'étais étudiant, on nous disait on est condamné au chômage de masse, ça ne partira jamais, on a tout essayé, on voit bien que ce n'était pas le cas. Et qu'effectivement, il vaut mieux avoir un emploi que de ne pas en avoir. Bon, quand on regarde, par exemple, même le pouvoir d'achat, il a augmenté ces 5 dernières années pour toutes les catégories de Français, même si là, effectivement, on voit qu'on a une crise des prix qui est liée à la crise mondiale et notamment à la guerre en Ukraine, on a une crise des prix de l'énergie et de l'alimentation, le pouvoir d'achat a augmenté parce que le chômage a diminué,
parce qu'il y a eu aussi des baisses d'impôts. Par exemple, la taxe d'habitation, ça a été oublié, mais ça, c'était une mesure sociale en début de quinquennat. Et puis après, je vous ai entendu beaucoup critiquer le bilan d'Emmanuel Macron. Vous avez raison, il est président de la République depuis 5 ans, donc il faut regarder le bilan. Mais enfin, parlons aussi des idées de l'extrême droite. Parlons des idées de l'extrême droite sur... Attendez. De l'extrême droite, bien sûr, de l'extrême droite sur l'environnement. C'est la fin totale des financements des renouvelables, que ce soit le solaire et l'éolien. C'est de fait la sortie de l'Union européenne. C'est des mesures humaines. Vous parlez d'immigration. Je lisais là ce matin que le premier référendum que veut proposer le Front National sera un référendum sur l'immigration. C'est la fin de toutes les aides sociales, de toutes les subventions du logement social pour les étrangers et les non communautaires. Donc il y a quand même une différence, mais radicale, entre le projet qui est porté par Emmanuel Macron et celui qui est porté par Marine Le Pen. Vous avez la parole. Disons qu'il faut laisser la démocratie parler, puisqu'après tout, nous sommes démocrates. Et bon joueur. Le deuxième tour a sanctionné Éric Zemmour, Lassalle, quantité de gens, dont Mélenchon. Le deuxième tour, c'est Macron, Marine Le Pen. Donc soyons François Bousquet, qu'est-ce qui distingue Marine Le Pen de cette gauche sociale, puisque vous insistiez sur la dimension sociale de Marine Le Pen aujourd'hui? Alors en quoi les idées de Jean-Luc Mélenchon, les idées de la gauche, de cette gauche-là, la gauche populaire, sont-elles distinctes de celles du camp, je ne sais pas, des nationaux? Oui, si pour Marine Le Pen, en tout cas, oui. Pour Éléments, c'est d'une autre nature. D'abord, les insoumis. La question des insoumis que les insoumis nous posent, c'est la question de l'auberge espagnole. Quel est le Mélenchon qui contrôle ce mouvement? Est-ce que ce sont des indigénistes? Est-ce que ce sont des féministes? Est-ce que c'est une gauche plutôt sociale? François Ruffin, que sais-je? Je ne sais pas. Indigéniste, féministe, c'est éloigné de... Oui, Marine Le Pen. Oui, mais simplement, de fait, il y a eu un survote, mais c'est pas mon sujet, mais il y a eu un survote utile, qui fait que Mélenchon s'est retrouvé avec un score. Mais si on reste sur les idées. Sur les idées, ce qui différencie, c'est la question migratoire. Oui, c'est la question identitaire, évidemment. Et Marine Le Pen s'est servie du paratonnerre Zemmour pour faire une campagne sous pouvoir d'achat, mais de fait, elle remet ça sur la table aujourd'hui, puisque le premier sujet qu'elle a abordé, c'est la question du référendum, c'est-à-dire de sanctuariser par la loi et le vote des Français une nouvelle politique migratoire. Et alors, à contrario, Ludivine Bantini, le fait qu'il y ait aujourd'hui porté par Marine Le Pen un discours sur le pouvoir d'achat, un discours social, je parle de son discours, il y a ensuite un programme également, qu'est-ce que ça vous inspire ? Bien sûr, ça fait partie de sa politique de dédiabolisation, de respectabilité. Ça reste une extrême droite, ça reste une droite... Mais si elle... Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Si elle le fait, je veux dire, imaginons par exemple qu'elle soit élue et qu'elle réalise ce programme. C'est bien ou c'est mal? Non, évidemment que c'est une catastrophe pour ce pays si Marine Le Pen arrive au pouvoir. C'est encore plus de liberté publique et individuelle piétinée. C'est vraiment nécessairement un régime autoritaire. C'est un régime qui remettrait en cause les principes républicains. C'est ça, la République. Donc, voilà. Quels principes républicains? Les principes républicains de fraternité, d'hospitalité, de solidarité. Voilà. Et les principes républicains, alors je parle d'une république fondée sur des valeurs, autre chose que l'application complètement déformée de ces principes au quotidien. Je parle de celles et ceux qui se sont réclamés depuis le XVIIIe siècle de la République, de l'émancipation, de la justice. Et l'émancipation, la justice sociale et l'égalité ne peut se faire au détriment des populations déjà les plus stigmatisées et les plus frappées justement par la précarité, par le racisme. C'est impossible. François Bousquet, si on reprend les catégories, les traditions de l'extrême droite, il y a par exemple la contre-révolution. C'est une filiation importante, Bonald, de Maistre. Est-ce que cette filiation-là... C'est asséché, cette tradition-là, c'est asséché. On la retrouve de manière résiduelle dans la Manif pour tous, dans l'électorat Philippe de Villiers, mais pas du tout Marine Le Pen. Justement, est-ce que cette... manière de rénover l'extrême droite, à tort ou à raison, est-ce qu'elle peut être compatible avec une politique qui serait une politique sociale, en tout cas en affichage social? Mais on fait un procès en sincérité à Marine Le Pen. Pourquoi pas, je veux dire, ou en diabolisation ou dédiabolisation. Retenons-nous-en au programme. C'est une baisse. Le programme n'est pas uniquement social, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une suppression de l'ISF, il y a une suppression des impôts pour les moins de 30 ans, quel que soit le revenu. Bon, ça n'est pas une dimension extrêmement sociale sur le plan fiscal. Mais cela étant dit, elle s'adresse à sa base électorale, qui est l'ancien vote ouvrier,
employé, l'ancien vote employé. Alors évidemment, il est métamorphosé, qui votait communiste, et aujourd'hui, il a tendance à plutôt voter RN. Oui, je suis désolé, sur la question de la TVA, sur la question du pouvoir d'achat, la France des ronds-points se déplace en voiture. Donc si elle baisse la TVA de 20 à 5,5, en tout cas sur les matières premières, dont le pétrole, ça aura un effet sur son électorat, de fait. Ludivine Bantini, vous en pensez quoi? Non, mais moi, je pense que tout ce qu'on nous dit là sur la caricature, moi, je voudrais surtout répondre à Benjamin Haddad, parce que sur l'extrême droite, moi, je pense que les choses sont dites. C'est-à-dire que, voilà, ça serait une catastrophe pour ce pays. Et ça serait un signe terrible, d'ailleurs, à montrer au monde. Voilà. Mais moi, ceux qui disent, Ludivine Bantini, pardonnez-moi, ceux qui disent qu'une élection présidentielle, quelle qu'elle soit, c'est toujours un choix relatif, un choix du moindre mal, si vous deviez hiérarchiser, puisque vous dites c'est une catastrophe. Oui. Donc, en répondant à Benjamin Haddad, est-ce que vous tenez compte... Je pense que c'est vraiment terrible d'être enfermé dans ce piège, qui est un piège lié à la Constitution de la Ve République, aux institutions de la Ve République, qui sont très faibles quant aux standards démocratiques. Ce sont des institutions qui sont assez peu démocratiques. Et là, donc, tout à l'heure, François Bousquet me disait que Mélenchon avait été sanctionné par le suffrage universel alors que ça se joue à très peu. Donc ça, c'est quelque chose qui est intolérable, par exemple, qu'une grande partie de l'électorat ne soit pas du tout prise en considération et soit en quelque sorte piétinée dans les aspirations. Donc je pense que ça fait partie d'une discussion de fond sur la démocratie, sur les institutions. Et pour vous répondre, évidemment que certains vont dire « je ne choisirai pas entre la peste et le choléra » parce que, comme j'ai essayé de le dire, mais je n'ai fait que l'esquisser. Il faudrait pouvoir rentrer dans les détails, y compris répondre à Benjamin Haddad quand il nous parle d'écologie et qu'on a vu la Convention citoyenne pour le climat véritablement, là aussi, bafouée et foulée aux pieds dans ses propositions. Quand on a vu qu'il y a toujours entre 500 et 600 personnes qui meurent dans la rue. Vous savez, avant de venir dans cette émission, j'ai vu une photographie qui est pour moi une photographie terrible et tout à fait symptomatique de ce pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est la photographie de Jean-Baptiste Ayrault, le porte-parole du DAL, le droit au logement, qui est à terre, plaqué au sol par des policiers, alors que Jean-Baptiste Ayrault consacre sa vie entière à lutter pour le droit à un logement digne et décent. Et donc de voir Jean-Baptiste Ayrault maltraité de cette façon au cours d'un rassemblement pour vraiment faire respecter les promesses d'Emmanuel Macron que plus personne ne serait dans la rue et plus personne ne mourrait dans la rue, au contraire, le nombre de personnes qui meurent dans la rue depuis 2017 a augmenté. Benjamin Haddad. Moi, il y a beaucoup des sujets là qui sont évoqués, de la défense de l'environnement à la question du logement, qui sont des préoccupations que je partage et sur lesquelles, effectivement, on pourrait faire plus dans un second mandat. Là, je suis totalement d'accord. Mais pour prendre, par exemple... Ça veut dire que Emmanuel Macron n'en a pas fait assez dans un premier ? Mais non, mais par exemple, sur l'environnement, tout le monde doit en faire plus. Mais c'est une évidence. Je veux dire, on a vu le rapport du GIEC, il y a une urgence. Et donc ça, je crois que, d'ailleurs, la France s'en sort pas trop mal comparée à ses partenaires européens, puisque si on compare à l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, sans même parler évidemment des États-Unis, on a une empreinte carbone par habitant qui est beaucoup plus faible. Donc on fait plutôt partie des bons élèves, mais on voit bien que de toute façon, il faudra faire plus. Il y a des mesures qui ont été prises. Il y a 1 million de Français, par exemple, sur les 5 dernières années, qui sont passés à un véhicule plus propre grâce au bonus écologique et la prime à la conversion. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour isoler les immeubles, etc. Mais en revanche, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, et c'est là qu'on voit une fois de plus un clivage fondamental entre la vision d'Emmanuel Macron et celle de Marine Le Pen sur l'écologie, c'est qu'il n'y a aucune solution sans l'Europe. C'est au niveau européen qu'on pourra peser pour prendre des mesures. C'est au niveau européen qu'on pourra, par exemple, financer les énergies renouvelables, financer une stratégie sur l'hydrogène. C'est au niveau européen qu'Emmanuel Macron a bloqué l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur parce que Bolsonaro était en train de détruire l'Amazonie. Si on n'était pas dans l'Union européenne ou si on était faible et isolé au sein de l'Union européenne, on ne serait pas capable de faire ça. Donc ça, c'est fondamental. Il y a un autre élément que vous avez mentionné dans votre première prise de parole, dont on pourrait parler plus longuement, c'est la défense de la laïcité. Et là-dessus, je crois que d'un point de vue progressiste, il faut être absolument sans ambiguïté là-dessus. Sur la loi séparatisme, sur la lutte contre l'islamisme, la défense de la laïcité, là je crois effectivement qu'Emmanuel Macron a été très ferme. Je crois qu'une large majorité de Français sont sur cette ligne aussi. Et c'est la seule façon, à mon avis, de défendre aussi un agenda progressiste. Au point que Gérald Darmanin ait dit à Marine Le Pen qu'elle était trop molle sur les questions d'immigration et sur les questions d'islam. Vous vous rendez compte de la gravité de ces choses-là? Vous dites que j'aimerais que François Bousquet puisse réagir aussi. Vous l'avez installé dans le paysage politique. Ça vire à la foire d'empoigne. François Bousquet, c'est un débat politique. Sur la question de la laïcité,
Justement, il y avait traditionnellement à l'extrême droite des différentialistes. Ils considéraient qu'il fallait conserver ces différences, que chacun devait les conserver, et des universalistes qui considéraient qu'il devait y avoir justement une suppression de ce mélange. Où se situe aujourd'hui Marine Le Pen lorsqu'elle propose par exemple l'interdiction du voile dans l'espace public? Sur des formes de laïcité, c'est toute la séparation entre la droite Zemmour et la droite Marine Le Pen. Hein. La droite Zemmour, on retombe de nouveau sur la droite catholique, Manif pour tous, qui a un rapport contrarié depuis toujours sur la laïcité, puisque c'était l'Église qui était ciblée par les pères de la Troisième République. Hein. Marine Le Pen, faut s'intéresser à ses personnalités. Elle croit sincèrement que la laïcité va résoudre les problèmes. Moi, je suis plutôt Houellebecquien sur cette question de la laïcité. Et la laïcité, c'est un pis-aller. Vous savez, le mot de Houellebecq, la laïcité est morte, la République est morte. C'est des concepts creux et incantatoires qu'on se jette au visage. Hein, et qui sont pas en mesure. Quoi que disent les Houellebecquiens à cet égard? Non, c'est ce que Houellebecq dit. Oui, non, mais bien sûr, mais comme vous réclamez sur ce point-là, oui, c'est que comment allons-nous faire? C'est la question du vote Mélenchon. Il y a un survote musulman fascinant. C'est sidérant. Coquerel envoie des tweets tout dimanche, avec des photos à l'appui pour nous dire regardez le 93. Tout le monde. Donc se pose pour nous Européens la question comment nous intégrons cette masse musulmane. Mais alors, il se trouve. Parlez-vous de vos compatriotes puisque vous aimez mais en quoi cette masse? C'est un terme neutre, mais c'est un terme. Pas du tout. Pas du tout. La masse musulmane. Comment allons-nous faire? Écoutez, faites concitoyens et concitoyennes. Vivez en même temps, pas en même temps. Vivez dans votre. Vous avez fait votre remarque, Ludivine Bantini. On va laisser. Vous avez besoin d'un croque-mitaine. Vous avez besoin d'un diable. Vous le reconstituez. Vous êtes dans votre rôle, mais. La chose qui m'intéresse, c'est le changement. Vous aviez un chroniqueur qui disait que c'était pas tout à fait un remake. C'était plutôt une saison 2. François. 2017, c'était un peu. Pas que, mais avec un cordon sanitaire et un fonds républicain, c'était un référendum un peu anti-Marine Le Pen, ce qui fait que ça l'excluait d'emblée. Je ne dis pas qu'elle peut gagner, à mon avis, elle ne peut pas gagner aujourd'hui en 2022. Mais de fait, il y a un vote, tout sauf Macron, donc il y a un petit peu un référendum Macron qui peut placer Marine Le Pen en position pas d'éligible, n'exagérons pas, mais avec des scores beaucoup moins déshonorants que ceux qui étaient les siens en 2017. Ludivine Bantini. Oui, mais je pense que tout ça manque vraiment de dignité à l'égard des personnes qui vivent sur ce territoire, dans ce pays. Et par exemple, Marine Le Pen, en imaginant qu'elle va arracher aux femmes qui portent le voile, leur voile, eh bien, elle montre qu'elle n'a rien compris à la laïcité, qu'elle n'a rien compris à la loi de 1905, puisque dans l'espace public, il y a une pleine liberté d'expression et d'opinion. Alors, c'est Marine Le Pen l'État qui, lui, doit être neutre et pas les regardez-moi. citoyens. Je vous regarde. Marine Le Pen justifie cela en expliquant qu'il y a des femmes qui sont opprimées, à qui on oblige. Mais vous savez, moi je suis féministe, et donc le principe de base du féminisme, c'est de toujours s'intéresser aux premières concernées, c'est-à-dire d'abord de leur donner la parole et de défendre leur position. En aucun cas de juger à leur place si elles sont opprimées. C'est vraiment une oppression des femmes que de dire à leur place ce qu'elles doivent éprouver. C'est, d'un point de vue féministe et de droit des femmes et d'égalité des femmes, c'est une aberration. Benjamin Haddad, dernier volet que je souhaite essayer de faire comprendre ou de faire entendre aux auditeurs, le volet international, la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Quelques mots à cet égard. C'est intéressant, puisque cette campagne a lieu effectivement au moment où il y a une guerre sur le continent européen, une guerre d'agression qui est menée par la Russie contre l'Ukraine. Et là encore, on a des différences fondamentales, je crois, entre la politique qui serait menée par Emmanuel Macron et celle de Marine Le Pen. Marine Le Pen est contre les sanctions contre la Russie, elle est contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Elle dit dans son programme, et elle l'a répété, qu'elle veut créer une alliance avec la Russie et sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, donc un renversement d'alliance pour la France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça voudrait dire déjà qu'on rompt aujourd'hui l'unité européenne et l'unité transatlantique de soutien à l'Ukraine, qui est la seule façon, déjà qui est notre devoir, je pense, notre responsabilité d'Européens, mais qui est aussi la seule façon de mettre fin à cette guerre, qui est la seule façon de forcer Vladimir Poutine, qui aujourd'hui s'y dérobe, à une forme de sortie diplomatique, à un cessez-le-feu, en rééquilibrant le rapport de force sur le terrain. Donc ça rendra la guerre plus longue,
plus dure et évidemment plus coûteuse pour les Français et pour les Européens. Et je crois que c'est une option qui aussi isolerait totalement la France aujourd'hui de ses partenaires et de ses alliés. François Bousquet. La guerre en Ukraine a placé dans l'embarras Éric Zemmour et Marine Le Pen, de fait. Éric Zemmour en a un tout petit peu parlé, Marine Le Pen l'a mis sous le boisseau pour se concentrer sur des sujets de politique intérieure qui sont les sujets qui mobilisent son électorat. Poutinien, est-ce que c'est un qualificatif qui convient à l'extrême droite en général, à Marine Le Pen en particulier? Oui, il y avait une fascination pour le modèle russe, en tout cas pour Vladimir Poutine, pour un modèle de démocratie verticale que représentait Poutine. Mais Poutine n'est pas du tout un populiste. Poutine est un autocrate. Non, c'est un autocrate. Vous trouvez ça en Russie, vous trouvez ça en Chine, dans d'autres pays. C'est pas tout à fait un populiste. Orban, à certains égards, est un peu un populiste, même s'il est plus que ça. La question qui se pose, mais c'est un autre sujet, est-ce que le populisme à vocation n'est pas porté par un comportement d'échec, puisqu'il n'y a pas vraiment de leader populiste. En tout cas, ils font un passage, un tour de manège, et puis après, ils sautent. Moi, j'aurais été Éric Zemmour, mais je ne suis pas Éric Zemmour. J'aurais été Marine Le Pen, mais je ne suis pas Marine Le Pen. Tout ça, ça vous a pas échappé. J'aurais quand même plus assumé la relation que ces deux partis et ces deux personnalités ont nouée avec la Russie depuis longtemps. On est quand même confronté à un bombardement massif, ce que Galtier-Boissière et les fondateurs du Canard enchaîné, du Crapouillou appelaient les bombes et bobards. Nous qui un bombardement figuré, parce qu'il y a un vrai bombardement en cours. Il y a un vrai bombardement en cours, mais simplement il n'est jamais contextualisé. On ne rappelle qu'à la marge la crise des fusées à Cuba. C'est-à-dire que quand vous avez un bouclier antimissile dans votre périphérie proche, ce que les Russes appellent le voisin proche, eh bien la mécanique classique chez les Russes, l'impérialisme défensif des Russes se remet en marche. Moi j'aurais été Marine Le Pen, j'en aurais parlé un peu plus, sauf que ça n'intéresse pas son électorat. Donc, Ludivine Bantini, sur les relations internationales. Alors, sur les relations internationales, évidemment, il faut d'abord parler de cette guerre atroce en Ukraine. Et je pense que les choses ont été très claires, notamment du côté de la gauche. Et singulièrement, puisque malheureusement, dans cette émission, on n'a pas pu beaucoup en parler, puisqu'on a parlé surtout d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, ce qui traduit aussi un certain champ médiatique, je trouve. Mais surtout un certain second tour de l'élection présidentielle, Ludivine Bantini. Mais enfin, moi, j'étais censée venir parler de la gauche. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit... non, vous étiez censé donner votre regard de gauche sur le second tour de l'élection présidentielle. Pas uniquement la droite et l'extrême droite. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ce que je peux noter, c'est qu'évidemment, dans beaucoup d'éditoriaux et chez des responsables politiques de droite, on a traité Mélenchon et l'Union populaire de poutinien, ce qui est un véritable scandale en fait, puisque la condamnation de cette guerre atroce en Ukraine a été très claire. Ensuite, sur la politique menée actuellement par Emmanuel Macron comme une espèce de sauveur suprême, en tout cas qui incarnerait l'État au cœur de la guerre et d'instabilité internationale. J'ai lu un article hier dans Le Parisien qui expliquait que dans la langue ukrainienne vient de faire son apparition un nouveau mot qui est le mot macroné. Et le mot macroné, ça renvoie à une posture qui consiste à faire des discours disant qu'on va aider, mais qui sont des discours complètement fallacieux parce que ce ne sont que des discours. Donc ça, c'est une chose qui me paraît vraiment très importante. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de Sébastien Nadeau, qui était un député LREM et qui a été sanctionné à l'Assemblée nationale pour avoir déployé une banderole disant « La France tue au Yémen ». Et tout à l'heure, il organise un débat aussi sur les ventes d'armes. Et je pense que la guerre en Ukraine, terrible, ne doit pas occulter d'autres guerres dont la France est complice. Ça a été reconnu par un certain nombre d'organisations internationales. Oui, la France et les armes françaises tuent au Yémen. Je renverrai à un excellent livre au sujet des ventes d'armes de Sébastien Fontenelle et Émeric Hellouin. Voilà, il ne faut pas occulter cette dimension. La France est responsable par ses ingérences, par ses formes toujours d'impérialisme et de soutien à des régimes dictatoriaux et véritablement barbares. D'autres conflits très, très graves, extrêmement meurtriers, comme c'est le cas au Yémen. Benjamin Haddad, je vous ai demandé votre regard sur ce qui s'était passé. J'aimerais votre regard maintenant sur l'avenir en conclusion, et ce second tour et la manière dont celui-ci se dessine. Oui, si on peut juste dire un mot sur l'Europe. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'évidemment, Emmanuel Macron a mis la question de la souveraineté européenne, l'idée d'une sorte de réarmement européen au centre de sa présidence. C'est-à-dire l'idée que l'Union européenne devait être capable de préserver ses frontières, de défendre ses intérêts sur le plan sécuritaire, sur le plan commercial, qu'elle devait assumer sa puissance. Et sur un grand nombre de sujets, on a vu des avancées sur la question de la régulation des GAFA, sur la question de la taxation globale des entreprises, sur la question des relations commerciales avec la Chine et la réciprocité.
responsabilité. En revanche, c'est vrai que sur les questions de défense et sur les questions géopolitiques, on avait un certain nombre de partenaires qui étaient plus frileux, qui étaient plus prudents, qui préféraient dépendre du parapluie militaire américain. Et là, je crois qu'on a un tournant depuis cette guerre en Ukraine, où de nombreux pays européens, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, le Danemark et d'autres, nous rejoignent et sont enfin prêts, eux, à prendre leurs responsabilités et à investir dans cette Europe de la défense et dans leur propre réarmement. Et donc je trouve que ce serait un contresens historique inouï au moment où la France a l'occasion de se saisir du leadership européen à ce sujet, de vraiment être le pays pivot en Europe dans les 5 prochaines années, au contraire de rentrer dans une logique de paralysie et de blocage dans l'Union européenne avec la voie qui est proposée par Marine Le Pen. Un mot de conclusion, François Bousquet. Je laisse la question européenne. Sur le deuxième tour, sur le 24 avril, est-ce que le RN et Marine Le Pen sont en position de gagner cette élection? C'est assez peu vraisemblable. Elle est très haut dans les sondages. Mais elle était très haut dans les sondages déjà en 2017, bien avant le débat. On va voir comment elle débat. Mais de fait, elle est incapable de constituer une majorité législative. Absolument incapable. À moins d'avoir une vague Marine Le Pen à 60%, ce qui, même dans ses rêves les plus fous, n'est pas envisageable. Donc elle n'est pas en position de gouverner. Donc elle se pose une fois de plus la question pour moi centrale des populistes, le comportement d'échec des populistes, qui remonte très très loin dans le temps, qui interroge ce phénomène. Un mot de conclusion, Ludivine. Oui, il y a plusieurs étapes dans la suite. Il y a évidemment les élections législatives et j'espère vraiment que la vraie gauche, celle qui se réclame encore une fois de la justice sociale et de l'émancipation et d'une perspective d'égalité, va pouvoir s'unir fermement pour ces législatives. Il y a d'ores et déjà des initiatives. Justement, oui. Par rapport à cela, Ludivine Bantigny, le fait par exemple d'imaginer par exemple de mettre Emmanuel Macron en cohabitation, si celui-ci, bien entendu, était élu, est-ce que ça peut être une stratégie de gauche? Est-ce que c'est la stratégie de la France insoumise? En cohabitation avec? Eh bien, par exemple, une majorité de gauche, si c'est celle-ci qui sort des urnes en législative. C'est impossible, en fait. Je ne sais pas, j'ai essayé de vous décrire par le menu le fait que Emmanuel Macron n'est pas du tout compatible avec une politique de gauche. Donc, en aucun cas... D'où la cohabitation. Mais oui, du point de vue partisan. Oui, mais en fait, comme vous le savez, dans les institutions de la Ve République, le chef de l'État a un pouvoir extrêmement important, ce qui rendrait très difficile l'application d'une telle politique. Mais pourquoi pas? Si vous souhaitez, en effet, que les votes... Moi, je ne souhaite rien, je vous pose une question. Cette gauche devienne majoritaire à l'Assemblée ou, en tout cas, voilà, en situation de gouverner, pourquoi pas? On serait dans une situation particulièrement intéressante. Moi, je vous avoue par exemple, la stratégie qu'on prête à la France insoumise, celle de voter pour partie, en tout cas, Emmanuel Macron à la présidentielle, en espérant donc que celui-ci soit minoritaire aux législatives. Enfin, je ne pense pas du tout que ce soit en espérant. C'est pas une question stratégique, c'est simplement que là, l'idée, c'est de rejeter absolument l'extrême droite en France. Mais quoi qu'il en soit, le travail se mènera. En votant Macron, j'imagine qu'une grande partie des électeurs et électrices de la France insoumise voteront Macron ou s'abstiendront. Mais le travail se mènera donc dans une opposition. Je trouve que, par exemple, les groupes parlementaires de gauche ont été extrêmement efficaces de ce point de vue, dans une opposition extrêmement constructive. Mais l'opposition, elle se mènera aussi dans des manifestations, des mobilisations, samedi prochain dans une marche de solidarité, le 1er mai, et dans la suite, parce que je pense que la période va être extrêmement violente sur le plan social, idéologique et politique, et qu'il faudra y réagir par les solidarités collectives. Merci à tous les trois d'avoir échangé dans un climat relativement serein. Ludivine Bantigny, L'ensauvagement du capital, c'est aux éditions du Seuil. Benjamin Haddad, c'est Paradis perdu aux éditions Grasset. François Bousquet, on vous retrouve dans la revue Éléments, qui est un mensuel. Bimestriel. Bimestriel, tous les 2 mois. Pardon, je me suis trompé. Merci en tout cas à tous les trois.